Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Nous allons parler des Mérovingiens aujourd'hui en général et Franck Ferrand s'intéresse à la reine Frédégonde en particulier. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. La reine Frédégonde est un personnage haut en couleur et à la terrible réputation. Je ne m'étonne pas que notre invitée, Laure Charlotte Pfeffer, en ait fait une héroïne de roman, un très beau roman au demeurant. Ce qui m'a surpris davantage, c'est le parti pris de bienveillance qui l'a animée, alors que l'image de cette femme des temps obscurs dans la littérature historique est pour le moins négative. Ça nous promet un passionnant échange. Et aujourd'hui, exceptionnellement, ce vendredi, c'est une auditrice, fidèle auditrice, qui vous a soumis le retour aux origines. Elle voudrait connaître l'origine des mots croisés. Lucienne est visiblement cruciverbiste, eh bien ça nous fait un point commun. Pour le moment, je vous propose un voyage assez dépaysant au creux de l'époque mérovingienne. Les temps dans lesquels je vous emmène aujourd'hui sont tout à fait exotiques pour nous. C'est un des angles morts de l'histoire, un de ces endroits un peu obscurs qui aujourd'hui nous font sourire, car tout est différent, évidemment, différent de ce à quoi nous sommes habitués, à commencer par les noms propres. Clodomir, Théodebert, Odovert, Galesvinte. Si vous attendez un enfant, c'est le moment de prendre des notes. La période, vous savez, est un peu comme ces terres inconnues dans lesquelles on a envie de se jeter à corps perdu, car tout a l'air d'être vierge, tout semble à défricher. Période bien mal connue du reste et qui a mauvaise réputation. Période que l'on dit sombre simplement parce qu'elle est coincée entre la fin de la brillante culture gallo-romaine et le début de la brillante culture carolingienne. Entre les deux, vous l'avez rapidement appris à l'école, il y a donc les Mérovingiens, avec leur cortège barbare de guerriers chevelus à moitié christianisés, d'évêques intrigants bénissant d'étranges sarcophages, de rois fainéants qui se laisseraient traîner en char à bœuf. Tout ça, c'est l'imagerie d'Épinal. Le plus célèbre roi franc de cette dynastie mérovingienne, c'est évidemment l'un de ses fondateurs, Clovis, dont le baptême est symboliquement considéré comme l'acte de naissance de la France. C'était lors de la veillée de Noël 496, à moins que ce ne soit 498. Vous savez qu'à l'époque, on ne note pas tout avec précision. Ce qui est certain, c'est que Clovis meurt en 511, que sa veuve, la reine Clotilde, va lui survivre jusqu'en 548 et que notre histoire d'aujourd'hui va commencer une vingtaine d'années plus tard encore, à peu près, on va dire peu après 560. Avant de me suivre dans ces temps mérovingiens, il y a deux choses que vous devez savoir. La première, c'est qu'à cette époque, les barbares qui ont pris possession de la Gaule romaine en pleine décadence viennent tous plus ou moins des régions germaniques. Ce sont notamment des Francs, surtout au nord de la Loire, des Visigoths dans l'ouest et dans le sud, des Burgondes dans le sud-est. Ils ont été christianisés, mais ils restent encore très imprégnés de leur culture d'origine et notamment, ils reculent rarement devant un crime de sang. Vous allez pouvoir le constater. C'est la merveilleuse formule, vous savez, de l'historien Fustel de Coulanges au XIXe siècle qui disait que la royauté mérovingienne était un despotisme tempéré par l'assassinat. La deuxième chose à savoir, pour bien comprendre notre histoire d'aujourd'hui, et ça découle de la même cause, c'est que le mode de succession chez ces rois francs n'est pas dynastique mais patrimonial. C'est fondamental ça. Autrement dit, quand un souverain meurt, son domaine n'est pas transmis comme ça d'un seul tenant à un héritier du trône, mais il est partagé entre ses différents fils. Alors il est vrai que lorsqu'un des fils meurt, ses frères récupèrent souvent une part, leur part en quelque sorte du royaume, et qu'en dépit de ces partages, on considère toujours l'ensemble du royaume des Francs comme une sorte d'unité, mais ça n'empêche pas qu'à la longue, on aboutisse à un morcellement territorial qui va faire le malheur des Mérovingiens, car il va surtout instiller encore un peu plus de violence dans leurs relations familiales. Maintenant que vous savez tout ça, vous êtes armés, si je puis dire, pour pénétrer dans cette famille royale, dangereuse et même un peu sanguinolente. Je vous ai dit que Clovis était mort en 511. Son royaume, donc le royaume franc, a été partagé entre ses 4 fils. Il y aura désormais un roi d'Orléans, un roi de Paris, un roi de Reims, un roi de Soissons. Ce dernier, Clotaire Ier, vit très vieux pour l'époque, ce qui fait qu'il récupère peu à peu l'essentiel de l'ancien territoire de son père et qu'il ne meurt à son tour qu'en 561. Du coup, en 561, nouveau partage, notamment entre 2 de ses fils, un peu les frères ennemis pour tout vous dire, Sigebert, je devrais dire Sigebert, mais enfin on va le dire ça à la française, Sigebert qui va hériter un domaine vers l'est et Chilpéric auquel échoit un domaine plus à l'ouest avec donc pour capitale Soissons.
Eh bien, allons-y, à Soissons. En cette année 565, alors que Chilpéric est parti se battre en Bretagne, son épouse, la douce Audover, attend un 4e enfant. C'est une petite fille qui naît, elle s'appelle Basine. Et voilà encore un joli nom. C'est plus facile peut-être. Alors, question de la pauvre Audover, qui est tout de même un petit peu naïve, faut bien dire. Est-ce que la petite Basine doit être baptisée là tout de suite, ou bien est-ce qu'il faut attendre le retour du roi Chilpéric ? La légende veut que cette reine de Soissons, bien embarrassée, ait pris conseil auprès d'une de ses suivantes, une petite paysanne d'origine gauloise, tellement intelligente qu'elle avait fini par devenir plus ou moins sa confidente. « N'attendez pas, madame, baptisez-la tout de suite, conseille la servante. »« Mais qui sera la marraine ? Et pourquoi pas vous-même ?» dit la servante. « Tu as raison, » conclut Audover. Elle se dit que décidément, cette suivante est de bons conseils. Entre nous, elle porte un nom, la jeune femme en question, elle s'appelle Frédégonde. Et la voici qui entre en scène. Elle porte aussi quelques appas qui font d'elle une des plus belles femmes, peut-être la plus belle de la cour. Attention, quand je vous dis la cour, on est à l'époque mérovingienne, c'est pas la cour de François Ier non plus. Le fait est qu'elle est très belle, si belle en vérité que depuis longtemps Chilpéric en a fait sa maîtresse, car en bon chef franc, ce roi a une épouse et il a autour tout un harem de concubines. D'ailleurs, quand il rentre de la guerre, notre Chilpéric se retrouve plus volontiers dans le giron de la petite Frédégonde qu'entre les bras de son épouse. Et c'est alors que la servante et néanmoins concubine va lâcher tranquillement son fiel sur l'oreiller, à supposer que les Mérovingiens aient fait usage d'oreiller, ce qui reste à démontrer. Je ne suis pas expert de la question. Quel malheur, susurre Frédégonde. Votre épouse, en devenant la marraine de votre fille Basine, est devenue votre commère. L'Église vous interdit désormais de partager sa couche. Voyez quelle était son arrière-pensée. Car à l'époque, quand je vous dis que ce sont des temps exotiques, le fait d'être parrain ou marraine d'un enfant créait automatiquement avec les parents de cet enfant des liens fraternels. Pour le roi, continuer de passer la nuit avec la marraine de sa fille, donc avec sa sœur, eh bien ça devenait de l'inceste. Je vous le redis, ce subterfuge inventé par Frédégonde relève probablement de la légende, mais au-delà du débat sur sa plausibilité, il laisse entendre que la donzelle avait plus d'un tour dans son sac, et ça, la suite va nous le prouver. Il faut dire aussi que Chilpéric ne semble pas avoir vraiment brillé par sa finesse, pour tout vous dire. Rien à voir avec son frère, le roi de Reims. Ah, ce frère, ce Sigebert, roi de ce qu'on va appeler l'Austrasie. Lui déjà avait choisi pour épouse une princesse de haut rang, la fille du roi wisigoth qui à l'époque régnait sur presque toute l'Espagne actuelle, autant dire le plus riche souverain d'Occident. Elle s'appelle Brunehilde. Voici comment une ancienne chronique nous la décrit, cette Brunehilde. C'était une jeune fille d'une taille élégante, de mœurs honnêtes, distinguée, sage dans sa conduite et agréable dans sa conversation. Sigebert est amoureux de sa femme au premier regard, il l'a épousée en grande pompe à Metz. Bien sûr, Chilpéric en a beaucoup entendu parler et d'emblée, il a été jaloux de son frère. Mais on a l'impression que chez ces Mérovingiens, la jalousie est un petit peu le sport familial. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez de découvrir une femme, celle qui va devenir reine de Neustrie, Frédégonde. Frédégonde est dans l'ombre du roi de Soissons, Chilpéric, qui veut faire comme son frère Sigebert, roi de Reims, et qui veut donc épouser une princesse wisigothe. Et pourquoi pas la sœur aînée de Brunehilde, elle s'appelle Galsvinte. Pour convaincre le roi wisigoth de lui confier sa fille aînée, Chilpéric va devoir faire beaucoup de concessions et la vérité, c'est que ce mariage ne sera rendu possible que par la mort d'un autre frère de Chilpéric, le roi de Paris, qui lui permet d'hériter une grande partie de l'ouest de la Gaule, jusqu'au Béarn, à la Bigorre, jusqu'au Comminges. Autrement dit, il est devenu le voisin immédiat des Wisigoths. Puisque la fille aînée était encore à marier, Chilpéric aurait dû au moins se demander pourquoi son frère avait choisi d'épouser la cadette. Mais je vous l'ai dit, il n'est pas très malin, le roi de la Nouvelle Neustrie, et il aura la réponse avant de s'être posé la question, c'est que Galsvinte est aussi ingrate physiquement que sa sœur était rayonnante, de sorte que notre Frédégonde, un temps délaissée, une fois passés les premiers émois et d'inévitables frayeurs, ne va pas tarder à retrouver le chemin de la couche de Chilpéric. Le traitement que peu à peu
cette simple concubine va parvenir à infliger à la reine en titre nous montre chez Frédégonde un tempérament tout de même pas très amène, en tout cas d'une certaine dureté. Il y a vite de la répudiation dans l'air. Galesvinte, la pauvre, tellement malheureuse, tellement maltraitée, est prête à abandonner sa fabuleuse dot à Chilpéric, mais celui-ci savait bien que son beau-frère ne l'entendait pas de cette oreille. Alors, plutôt que de répudier Galesvinte, il va procéder autrement. Sans doute inspiré par Frédégonde, il charge un obscur esclave d'aller la tuer chez elle dans sa chambre, après quoi, probablement, il va supprimer lui-même le pauvre serf en question. Mais à la cour d'Austrasie, en apprenant la nouvelle, la sœur de la victime, la reine Brunhilde, sait d'ores et déjà à qui imputer l'initiative de ce crime. C'est là probablement qu'est née la haine mutuelle, la haine inextinguible entre Brunhilde et Frédégonde, une haine qui ne va pas tarder à entraîner de véritables ravages. Le troisième frère, Gontran, qui est roi de Bourgogne, essaie un petit peu de réconcilier tout le monde. Ça n'est pas facile. Voilà ce que nous disait Artaud de Montor au XVIIIe siècle, quand on a commencé à faire les notices biographiques de tous ces souverains mérovingiens. Chilpéric, nous dit-il, et sa femme Frédégonde se trouvaient vigoureusement serrés dans Tournai par les forces de Sigebert et de Brunehaut, lorsque deux serviteurs, séduits par les maléfices de la reine Frédégonde, vous voyez déjà tous les a priori des historiens, ces deux serviteurs s'approchent de Sigebert, donc là c'est le roi de Reims, armés de forts couteaux dont la pointe était empoisonnée, et lui percent les deux côtés à la fois. Sigebert pousse un cri, tombe, on peut l'imaginer, et rend peu après l'esprit. Elle pressent la venue de son beau-frère, la reine Brunehaut. Elle apprend la nouvelle. Elle se trouve, au moment où elle apprend la nouvelle, elle se trouve à Paris. Elle sait que, évidemment, Childebert ne va pas tarder. Et il y a cette scène tout à fait romanesque. Par une fenêtre, elle parvient à faire passer son tout jeune fils, qui s'appelle aussi Childebert. Elle arrive à le faire passer dans un panier qui est installé au bout d'une corde. Et là, en bas, il y a un ami dévoué qui s'appelle Gondobald, qui attend et qui va emmener le petit Childebert à l'abri de sa capitale, à Metz. Elle ne se trompait pas beaucoup, Brunehaut, puisque Chilpéric arrive au palais de la Cité dans la foulée. Il fait main basse, si je puis dire, sur sa belle-sœur. Il l'exile à Rouen. Et c'est alors qu'intervient Mérovée. Alors Mérovée, un autre Mérovée, ça, en l'occurrence, c'est le deuxième fils de Chilpéric et d'Audover. Il a 20 ans. Et il va demander la main de sa tante Brunehaut, qui se trouve donc en résidence surveillée à Rouen. Il faut vous dire que le petit Mérovée a été poussé par son parrain, l'évêque Prétextat, et ça nous donne une idée aussi de l'intervention de tous ces ecclésiastiques, de ces évêques dans ces histoires mérovingiennes. Donc, Brunehaut a 30 ans, Mérovée, elle est veuve, vous l'avez bien compris, puisqu'on vient de tuer son mari. Mérovée a 10 ans de moins. Le mariage est une façon pour le jeune Mérovée d'asseoir son pouvoir au moment où il sent que le trône de Neustrie est en train de lui échapper, parce que Frédégonde est là, bien entendu, et elle vient de donner un fils à Chilpéric. Ça fait un petit demi-frère très dangereux pour le jeune Mérovée. L'enfant en question s'appelle Samson. Frédégonde fait tout, bien sûr, pour que ce soit à lui qu'échoue un jour la couronne. Consternation de Chilpéric, probablement accentuée par la rage de Frédégonde. Le roi fait envoyer sa belle-sœur Brunehaut à Metz, et il fait arrêter son fils, il le fait tondre et envoyer dans un monastère en Touraine. De là, Mérovée va réussir à s'échapper. Il se réfugie en Picardie. On va le retrouver. Il est cerné et comme il ne veut pas tomber entre les griffes de sa terrible belle-mère, il se doute de ce qui va lui arriver. Il demande à son plus fidèle compagnon, qui s'appelle Gaïlien, de l'aider à s'échapper, c'est-à-dire en l'occurrence de lui donner la mort. Et Gaïlien va s'exécuter. Il va poignarder son ami. On ramène le corps du jeune homme au roi et à la reine. Et évidemment, Frédégonde enrage. Alors elle va se venger sur Gaïlien, qui paiera pour Mérovée en perdant sur l'ordre de Frédégonde, nous dit René Madinier, en perdant ses pieds, ses mains, son nez et ses oreilles. Ça ne doit pas être très agréable, forcément. Après quoi, on va le laisser tranquillement mourir, bien entendu. Le premier fils de Chilpéric, donc du roi de Soissons, son premier fils Tibère,
était mort déjà en 575. Maintenant, Mérové est mort également. Le seul qui reste, c'est le troisième, qui fait toujours de l'ombre à la progéniture de Frédégonde, bien entendu. Donc, il va falloir l'éliminer en quelque sorte. C'est là qu'intervient un événement étonnant. Frédégonde avait donné plusieurs fils à son nouveau mari, donc à Chilpéric. Et tous sont morts en bas âge. Il y a comme une malédiction sur cette femme. Elle lui donne enfin un dernier fils, Clotaire, qui naît en 584. Elle envoie Clotaire dans le domaine de Vitry, où il va être élevé avec le plus grand soin pour essayer de le sauver en quelque sorte. Voilà ce que nous dit Laure Charlotte Pfeffer. Elle était fière de se savoir toujours désirée par un homme dont l'âge mûr aurait pu l'incliner à rechercher la compagnie de jeunes vierges sémillantes. Et oui, Chilpéric reste fidèle à Frédégonde. S'il requérait de temps à autre le service de concubine, Frédégonde avait peu de raisons de céder à la jalousie. Ses filles n'avaient guère d'intelligence face à son fier caractère. Son autorité, quiconque savait au palais qu'elle pouvait l'exercer de façon impitoyable, décourageait de toute velléité et de rivalité celle que la faveur de Chilpéric distinguait occasionnellement. Donc, elle va convaincre son mari que son fils Clovis est en train d'entamer un complot contre lui. Allez hop, on attrape Clovis qui est emprisonné à Chelles jusqu'au jour où il sera retrouvé poignardé dans sa cellule. Oh, décidément, le sort s'acharne sur les enfants d'Odovaire. La reine ordonne que le corps soit jeté dans la Marne et le frère de Chilpéric, Gontran, se dit que ça a assez duré maintenant, qu'il va falloir mettre un terme au ravage de cette sanglante belle-sœur. Alors il s'allie avec son neveu, Childebert II. Vous savez, c'était celui que sa mère avait fait échapper par le panier là, quelques années plus tôt, au bout d'une corde. Ils vont s'allier tous les deux. Vous pouvez faire confiance à Frédégonde pour ne surtout pas se laisser faire. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire de Frédégonde avec vous, Franck Ferrand. Frédégonde, la reine sanglante. Les morts s'accumulent, pour tout vous dire, autour de Frédégonde. D'abord, elle a fait tuer, semble-t-il, Odovaire, vous savez, cette femme dont elle avait pourtant été à une époque la confidente. Et non seulement elle a fait tuer la mère, mais elle a fait violer et torturer la fille Basine. Rappelez-vous la petite Basine qui naissait au début de cette histoire. Et puis alors vient à mourir le roi lui-même, Chilpéric, en 584. Il est dans une partie de chasse au sanglier, de retour de battue à Chelles. Il est attaqué, il va mourir de 2 coups de couteau, semble-t-il. C'est d'une sobriété tout à fait remarquable par rapport à ce qu'on entend d'habitude. Alors on raconte que ça pourrait être l'un des amants de Frédégonde, un certain Landéric, qui l'aurait assassiné sur ordre de sa maîtresse. Là on est dans le on-dit pur et simple, puisque d'autres versions laissent plutôt penser qu'il s'agirait de Brunehaut qui aurait agi dans l'ombre. On va voir dans un instant ce qu'en pense notre invité, bien entendu. En attendant, le royaume est sans roi. Il y a en plus des rumeurs de bâtardise sur le nouveau-né, vous savez, sur l'enfant de Frédégonde. Évidemment, les voisins commencent à lorgner singulièrement sur la Neustrie. Brunehaut demande à Gontran la tête de Frédégonde en disant « Mais cette femme, vous voyez, c'est une meurtrière, il faut absolument nous venger. » Gontran est prudent. Il réunit les nobles de Neustrie qui vont reconnaître la légitimité de l'enfant, du petit Clotaire. Frédégonde et son petit roi, si je puis dire, sont placés sous la protection de Gontran, mais c'est elle qui exerce la régence, bien entendu, avec une seule idée en tête, en finir avec Brunehaut. Est-ce qu'elle va y arriver? La suite dans un tout petit instant. Je suis très heureux d'accueillir Laure Charlotte Pfeffer. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez écrit un beau livre et avec vous, nous allons revenir sur la vérité de toute cette histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la reine sanglante Frédégonde avec votre invitée Laure Charlotte Pfeffer. Elle est historienne de l'art médiéval, conservateur en chef du patrimoine et auteur du roman Frédégonde, reine aux éditions Actes Sud. Frédégonde, reine, c'est comme ça que vous l'appelez Anne-Charlotte Pfeffer dans votre ouvrage. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme on dirait Elisabeth Regina en quelque sorte, Frédégonde, reine. Et
votre livre est écrit à la manière des chroniques anciennes, avec systématiquement les deux auteurs, si je puis dire, moi Walden, moi Grunewald. Il faut que vous nous expliquiez qui sont vos deux narrateurs, en fait. Oui, alors j'ai effectivement, je me sers de tout ce dont je peux me servir pour essayer de restituer la période, ce qui n'est pas facile. Donc j'utilise les titres qui sont donnés à l'époque, qui sont vraiment des titres ronflants. Et puis j'utilise aussi la façon dont on s'appelle, dont on se désigne. Et voilà, Frédégonde Reine vient de là, c'est Fridgund Regina. Et mes deux narrateurs, c'est une Romaine, Flavia, qui est une esclave, et puis c'est un Franc, Gunbald, parce que je voulais qu'on... Il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 560-70, c'est-à-dire tellement peu de temps après la chute de l'Empire romain. Il y a encore cette présence qui est prégnante, évidemment. Très, très forte. Hein. D'ailleurs, on appelle les habitants des Romains. Nous, on utilise le terme gallo-romain pour spécifique, mais ce sont des Romains. Et c'est la population majoritaire, parce que les Francs sont, quand ils arrivent pour prendre le pouvoir à l'époque de Childéric. C'est un petit nombre, en fait. Ils sont quelques dizaines de milliers, pas plus. C'est incroyable. Ils ont pris possession d'une population qui s'est gentiment laissée faire, d'une certaine manière. Oui, qui était quand même... qui demandait à être dirigée. Alors, avant de venir sur toute cette période tellement passionnante, on en parlerait des heures. Moi, je vous avoue que j'aime beaucoup parler de ça. Je trouve que c'est tout simplement exotique, agréable, amusant. Je pense que nos auditeurs sont d'accord, si j'en crois tous les messages qui arrivent d'ailleurs. Finissons notre histoire, là, cette espèce de Frédégonde que, je sais, vous allez vouloir défendre constamment. Elle est là, maintenant, on est à l'heure du bras de fer avec Brunehaut. Et évidemment, je dis évidemment, c'est pas après tout une si grande évidence que ça, c'est Frédégonde qui va l'emporter. Oui, mais c'est son fils, en fait, qui réussira à l'emporter, qui reprend la vengeance de sa mère, cette fameuse Feda, qui justement se traîne d'une époque à l'autre, d'un enfant à l'autre, jusqu'à temps qu'elle soit achevée. Et en fait, c'est ça qui va générer les guerres, plus qu'une vindicte personnelle. Ce qu'a fait Frédégonde, semble-t-il, c'est d'envoyer un émissaire auprès de sa belle-sœur, qui était complètement fidèle, bien entendu, et qui s'est présenté comme un transfuge, et qui était censé gagner la confiance de Brunehaut. Et Brunehaut a démasqué le bonhomme, et sans aucune violence, elle l'a gentiment renvoyé à sa belle-sœur, qui, furieuse, lui a fait couper les mains, les pieds. Enfin, c'est toujours la même histoire, hein, bien entendu. Bon. Et puis, à la suite de ça, d'ailleurs, Frédégonde va se débarrasser d'un certain nombre de ceux qui auraient pu aider Brunehaut, à commencer par l'évêque Prétextat de Rouen, qui va subir mauvaise fortune quand même, lui aussi. Très mauvaise fortune. Racontez-nous en deux mots. C'est un meurtre qu'on peut lui attribuer en direct. Il faut savoir qu'à cette époque-là, elle a été envoyée en exil par Gontran, qui l'a trouvée encombrante. Mais il faut savoir que Gontran lui-même a engendré entre les deux femmes, a maintenu les tensions entre les deux femmes en soutenant Frédégonde, parce qu'il avait besoin que les deux femmes soient en conflit pour lui s'arroger la mainmise sur tout le royaume des Francs. Et Brunhilde était très puissante, et surtout à cette époque, c'est déjà Childebert qui commence à régner. Il prend du pouvoir, il est entouré de ses propres conseillers, et il y aura une rivalité. Childebert II, qui est le fils, qui est le fils de Brunehaut et de Sigbert, ce petit qui a été qui s'est sauvé. Voilà, c'est la légende, le panier, mais c'est quand même une très belle image. Et Childebert prend du pouvoir, et il va y avoir des tensions très fortes entre Brunehaut et son fils, qui vont permettre aussi à Frédégonde, de son côté, de pouvoir profiter de ces difficultés, de ces rivalités. Et alors, Frédégonde meurt tranquillement dans son lit, si je puis dire. Elle a 57 ans, en 52, elle est morte en 597, voilà. Hein, c'est ça. Et quant à Brunehaut, elle va être mise à mort par le fils de Frédégonde. C'est dans des conditions atroces. On la traîne derrière un cheval. Enfin, c'est abominable. Alors qu'elle était pourtant une vieille dame, hein, mais on n'a pas eu du tout de respect. Après vraiment des humiliations sans fin, on la torture pendant 3 jours. On la promène toute nue sur un chameau devant toute l'armée. Enfin, on peut imaginer ce que ça a été. Mais Clotaire n'avait pas le choix. S'il voulait éteindre la mémoire de cette femme qui avait été une grande reine, il fallait lui conférer la déchéance d'un roi. Et c'est organisé, et Clotaire II n'est pas le seul dans cette décision. Il y a tous les nobles de l'Austrasie qui sont venus le chercher
contre Brunehaut et qui cherche à ce que la mémoire de Brunehaut soit effacée. Et on ira jusqu'à brûler son cadavre pour qu'il n'y ait que des cendres qui seront dispersées au vent. Donc c'est très fort. Alors à une époque, quand j'étais adolescent, je me suis un petit peu plongé dans ces histoires et j'avais constaté qu'à chaque fois qu'on découvre un personnage, on découvre les crimes qui l'accompagnent d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'époque est très violente. Et peut-être que si Frédégonde a dans l'histoire laissé l'image d'une femme particulièrement cruelle et sanguinaire, c'est tout simplement parce qu'on la connaît mieux que les autres. Mais c'était la façon d'être d'une certaine manière. Il faut peut-être dire ça. Oui, je crois que c'est une façon de gouverner. Mais quand on compare par exemple au temps de la République romaine juste avant César, nos mérovingiens ne sont pas des agneaux, mais sont des enfants de cœur. Des apprentis. Des apprentis. Et en fait, les crimes qui peuvent être imputés à Frédégonde sont typiquement des crimes politiques, des crimes qui ont servi le pouvoir, y compris celui de son beau-frère d'ailleurs, qui était un vrai souci pour Chilpéric. Et je pense que Chilpéric a été retenu par la fraternité pour ne pas faire assassiner son pouvoir et que Frédégonde s'est senti les mains plus libres à un moment où son époux était dramatiquement menacé, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, ils étaient réfugiés derrière les murailles de Tournai et que leur famille entière était menacée. Et là, Sigbert n'aurait pas eu de quartier pour son frère. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est en train de parler de temps vraiment très reculé, une période que l'on considère collectivement, et sans doute à tort d'ailleurs, comme sombre. Elle est simplement sombre parce qu'on en connaît très mal l'histoire, ou simplement à travers quelques chroniques. On va venir aux chroniqueurs dans un instant, bien entendu. Mais cette période étonnante fait la part belle aux femmes. C'est ce que vous montrez là tout de même. Mais oui, parce qu'elle permet à deux femmes de prendre le pouvoir. Alors deux femmes très différentes. Brunhilde est une princesse qui a reçu une éducation très soignée. Les Visigoths étaient une lignée aristocratique de vieille date. Et on a aujourd'hui encore conservé la correspondance de Brunhilde avec l'empereur de Byzance, c'est conservé au Vatican. En revanche, de Frédégonde, on n'a rien. Elle est d'origine servile et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la façon qu'elle a non seulement d'arriver au pouvoir, mais ça, d'autres le font aussi. Il suffit de coucher avec un roi et si on s'y maintient, c'est bien. Sauf qu'elle, non seulement elle s'y maintient avec intelligence, les chroniqueurs diront d'elle qu'elle partage le pouvoir à part égale avec son mari et c'est une belle reconnaissance. Et ce n'est pas une reconnaissance vindicative, hein, c'est une reconnaissance de sa façon de pouvoir régner. Et elle va être soutenue par les fidèles du roi, qu'on appelle les leudes, qui est, j'allais dire, le lobby qui maintient au pouvoir le roi mérovingien. Alors, elle est très belle, très charismatique, très intelligente, mais elle a forcément du sang sur les mains. Vous nous dites que c'était la manière de gouverner à une époque où le pouvoir est assez peu... n'est pas assez assuré en quelque sorte et où la violence se substitue aux institutions d'une certaine manière. C'est le plus fort qui l'emporte. Donc ça fait partie des... Combien de meurtres, si je puis dire, combien de crimes politiques, pour être plus exact, peut-on attribuer à la reine Frédégonde ? Je vais dire comme vous, à Frédégonde reine. Frédégonde reine. Alors, on peut lui attribuer bien sûr... Le meurtre de Sigbert, oui, c'est elle qui le commandite, c'est elle qui envoie 2 de ses esclaves faire assassiner son beau-frère. Donc à ce moment où la famille royale est très très menacée. On peut mettre aussi à son compte le meurtre de Prétextatus, l'évêque. Le fameux évêque de Rouen. Le fameux évêque de Rouen. Et puis on peut mettre un autre meurtre qui est quand même très spectaculaire, qui est un leude qui soutenait l'évêque Prétextatus et qui, quelques jours après le meurtre, vient voir la reine au palais, l'insulte copieusement, lui dit qu'elle n'est pas digne de régner. La reine est quand même embêtée, lui demande de participer à un banquet. Il refuse et elle le retient à la dernière minute en lui disant « Écoute, tu ne vas pas partir sans partager un verre avec moi et avec tes proches. » Et elle empoisonne la coupe, qui est un vin d'absinthe mêlé de miel. L'homme sent tout de suite qu'il est empoisonné, s'enfuit, dit à ses proches de ne pas boire et il meurt à cheval quelques verstes plus loin. Elle est empoisonneuse, c'est dit par Grégoire qui la traite de sorcière, donc c'est une femme qui connaît les plantes. Grégoire n'est pas tendre avec elle. Alors qui est Grégoire ? Qui sont ces chroniqueurs qui nous servent d'éclaireurs dans des temps un peu sombres ? C'est ce que nous voyons avec vous dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de la reine Frédégonde. Franck Ferrand, vous recevez Laure Charlotte Pfeffer. Elle est historienne de l'art médiéval, conservateur en chef du patrimoine et auteur de ce roman Frédégonde, reine, aux éditions Actes Sud. Vous nous dites, Anne-Charlotte Pfeffer, que si Frédégonde a si mauvaise réputation, c'est en partie à cause de Grégoire. Qui est ce fameux Grégoire ?
Alors Grégoire, c'est Grégoire l'évêque de Tours, un aristocrate. Le plus célèbre de tous les chroniqueurs. Le plus célèbre de tous les chroniqueurs de cette période, mais pour la Gaule, qui est l'évêque de Tours. Et il faut savoir que la ville de Tours, elle est dans l'apanage du roi Sigbert, donc grand rival, et ensuite de Childebert, donc grand rival de Chilpéric et Frédégonde. Et Grégoire est un évêque, c'est un politique. Il faut savoir que ce sont les évêques qui ont maintenu non pas l'unité du royaume à une époque où l'Empire romain était en pleine déconfiture, mais ils ont maintenu au sein des grandes cités, des grandes villes, l'ordre, le soin de leurs habitants, faisant remplir les greniers, soucieux d'organiser, de faire réparer les routes. Ils ont vraiment eu un rôle de pouvoir civil très important. Et lors de l'arrivée des rois francs, eh bien, il y a une confrontation des pouvoirs qui rend les choses difficiles. C'est un peu les rois contre les évêques. C'est un peu les rois. Et avec parfois, puisqu'ils s'entendent bien sûr. Et avec, bien sûr. Et puis certains de ces évêques sont de grands saints, de grands personnages. D'autres sont des hommes moins recommandables, mais enfin c'est une exception. Et Grégoire de Tours écrit des chroniques qui s'appellent ces 10 livres d'histoire. Et en fait, on s'est rendu compte, en faisant l'exégèse de ce qu'on appelait ces chroniques, que c'était un livre tourné vers une histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à la nuit des temps, avec toute une interprétation eschatologique qui lui faisait chercher dans l'époque mérovingienne des bons et des mauvais qui pouvaient conforter sa démonstration. Et bien entendu, les mauvais, c'était ses ennemis politiques. Alors, ça ne veut pas dire que Frédégonde, pour autant, n'était pas une femme de pouvoir qui a effectivement régné avec une certaine brutalité. Une certaine poigne. Mais il y a une orientation qui vise à salir et Chilpéric et Frédégonde dans la façon dans laquelle il décrit les actes des souverains. Évidemment, pour aborder une période comme celle-là, on dispose de très peu de sources écrites. Les seules choses qu'on ait, ce sont les fameuses chroniques. Quels sont les grands chroniqueurs en dehors de Grégoire de Tours ? Mais on a beaucoup de chroniqueurs qui écrivent des vies de saints, et par l'intermédiaire de ces vies de saints, on a des éléments... Dans les interstices. Dans les interstices, mais on a Isidore de Séville pour les Visigoths, on a Fortunatus, ce diacre milanais qui voyage après une guérison d'un œil qu'il était en train de perdre, une guérison miraculeuse. Il voyage, il arrive à la cour des souverains d'Austrasie, donc à la cour de Sigbert. Et après la mort de Sigbert, il va venir à la cour de Chilpéric. Il va terminer évêque de Poitiers. Et c'est un homme très haut en couleur, grand amateur de festins. Et en même temps, un clerc qui sera le confident de la reine Radegonde, Sainte Radegonde. Encore une poitevine. Encore une poitevine, voilà. C'est le poitevin qui parle. Voilà, retirée à Poitiers, mais qui était thuringienne d'origine. Radegonde qui va écrire elle aussi. Radegonde va écrire bien sûr, une correspondance aussi avec l'empereur de Byzance. Voilà, nous sommes avec des aristocrates qui sont lettrés, peut-être même plus qu'à la période carolingienne. C'est ça qui est étonnant. Oui. C'est qu'on met toujours en avant la période carolingienne parce qu'elle parle à notre sens moderne de construction d'un État, etc. Mais en vérité, on est dans une époque qui est au moins aussi raffinée, en vérité, sous des dehors un peu rudes, un peu âpres. Alors, justement, et ça c'est ce qu'il y a de fascinant, on entre dans votre livre comme on entre dans la période mérovingienne, si je puis dire. C'est-à-dire qu'au début, je ne vous cache pas qu'on est un peu dérouté par l'orthographe des noms. Vous avez repris l'orthographe J'ai repris l'orthographe germanique, la plus germanique possible. C'est ça, oui. Oui, avant la c'est un peu translation déroutant, phonétique. on va dire. Ouais. Et puis alors, vous mettez systématiquement les titres, et il y a une rhétorique, puisque ce sont deux narrateurs, qui vous nous les avez présentés tout à l'heure, qui s'expriment. Il y a cette espèce de rhétorique qui fait qu'il faut passer outre. C'est l'affaire des 50 premières pages, et puis petit à petit, ça devient comme une musique, si je puis dire, très agréable et à laquelle on se fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors là, on découvre les merveilles, parfois sanglantes, mais les merveilles de cette époque. Alors, essayez de nous décrire cette société et ce monde mérovingien. D'abord, le paysage. On parle constamment, à longueur de textes historiques, on parle de palais, on parle de villes. Mais qu'est-ce que c'était qu'un palais mérovingien et qu'était une ville à l'époque ? Alors, le palais mérovingien, ça a deux acceptions. C'est à la fois un bâtiment, c'est celui où le roi réside normalement dans une cité où il y a un ancien palais des gouverneurs romains. À Paris, c'était le cas, c'était le palais des gouverneurs. Donc on vit un peu dans les ruines des Romains, si je puis dire.
Oui, enfin ruines qui sont souvent en bon état. Et puis si elles ne sont pas en bon état, on les fait restaurer. Ils font restaurer les cirques pour donner des jeux de cirque. Les thermes sont en général en bon état. Je pense que nos mérovingiens étaient plus propres que nos aristocrates du XVIIIe siècle dans les couloirs de Versailles. C'est bien de le dire parce qu'on imagine toujours des gens hirsutes dans la fange. Oui, et puis quand on les représente en film, on les bouchonne au noir. Là là, enfin, terrible. C'est contre cette image-là que je voulais lutter aussi. On est entre des gens qui ont une certaine culture, qui respectent des fastes et surtout un protocole au palais qui est tout à fait extraordinaire et qui est à l'image de ce qui se fait à la cour de Byzance. Nos souverains mérovingiens, ils ont envie d'être reconnus par Byzance. Régulièrement, ils s'allient, ils signent des traités avec Byzance. La grande puissance impérialiste, c'est Byzance. C'est Byzance et ils ont de véritables traités d'alliance parce que Byzance veut maintenir la chrétienté orthodoxe jusqu'au bout de l'Occident, c'est-à-dire la Gaule. Donc, ils entretiennent un faste. Il y a énormément de décors à base de tentures. Ils aiment évidemment beaucoup s'entourer de pierres précieuses, de bijoux. Les costumes de course qu'on retrouve par l'archéologie est étincelant, des couleurs rouges, violettes. On serait tenté de dire que, pour plagier la célèbre formule, que Rome vaincu est vainqueur de son fier vainqueur. On a l'impression qu'ils se mettent à l'école romaine et à l'école qu'on appellerait nous gallo-romaine, tous ces francs. Ils ont une soif d'intégration certaine, ce qui explique leur réussite. La conversion de Clovis va achever évidemment de les faire reconnaître par Byzance et de les installer. Mais déjà au 5e siècle, ces grands dignitaires francs qui commanderont des armées romaines, parce que le franc, en fait, le radical d'origine, c'est frec ou fric, qui veut dire hardi, courageux. Donc ils sont très forts au combat et donc les Romains les favorisent et les font monter dans leurs armées. Déjà, ils ont cette soif d'acculturation. Et quand on voit leur représentation sur des ivoires du 5e siècle, ce sont des grands dignitaires impériaux déjà. Alors ça, c'est pour les cours, les palais, qui ne sont pas les espèces de cours de ferme qu'on a tendance à nous représenter généralement. Mais il y a aussi les villes. À quoi pouvait bien ressembler une ville au 6e siècle? C'est difficile à imaginer aujourd'hui. Une ville au 6e siècle, c'est encore la ville romaine, puisque voilà. Les Romains construisaient quasiment pour l'éternité. On a encore le pont du Gard ou d'autres vestiges, ou la maison carrée de Nîmes, qui nous montrent que 20 siècles plus tard, on a toujours des constructions. Donc à l'époque mérovingienne, ces villes ont été très abîmées par les invasions barbares successives, mais réparées. On a réparé les remparts, on répare les maisons. Dans le 5e arrondissement de Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, on a des immeubles, parfois un peu branlants, mais on garde le modèle des insulae romaines. Je parlais de Reims, je parlais de Rouen, etc. Ce sont des villes qu'il faut imaginer comme des cités romaines, d'une certaine manière, gallo-romaines. Où l'axe principal est toujours ce quart d'eau nord-sud, des villes à angle droit, mais qui s'étoffent, qui sont à l'intérieur de murailles, avec des jardins, des monastères à l'intérieur des jardins, et des cathédrales déjà. Des groupes cathédrales formés de l'église cathédrale, d'un baptistère et souvent d'une autre église. Par Facebook, Oussama nous pose cette question. Quelle était la langue parlée à la cour de Chilpéric et Frédégonde? Alors la langue officielle de la cour, c'est le latin. Il est clair que les souverains entre eux parlent le francique, mais la langue officielle, c'est le latin. Oui, donc une fois de plus, on est dans la lignée romaine. C'est peut-être aussi ça qui est étonnant, c'est qu'on nous a appris à l'école que le grand mérite de Charlemagne et de ses successeurs était d'avoir restauré une certaine romanité. On parle de renaissance carolingienne comme un retour à l'antique en quelque sorte, un antique qui à l'époque était encore très proche. Vous nous dites qu'en fait, cette césure-là est beaucoup plus artificielle qu'en vérité et que ceux qui se sont mis les premiers à l'école de Rome et de Byzance, ce sont les Mérovingiens eux-mêmes. Oui, il faut quand même dire que la période mérovingienne la plus faste, c'est celle justement de Clotaire, de ses fils, de Clotaire II et de Dagobert, et qu'après on a quand même une décadence avec les fameux rois fainéants, mais c'est la prise de pouvoir de... Fainéants, je précise pour nos plus jeunes auditeurs, fainéants parce qu'ils sont réputés de n'avoir pas pris eux-mêmes de grandes décisions, qu'ils laissaient gouverner leur mère du palais en fait. Oui, c'est ça. Et puis il y a l'image d'Épinal de les voir transportés en chariot parce qu'ils n'avaient pas le courage de monter à cheval. Mais je pense qu'à cette époque-là, les guerriers sont obligés de maintenir le royaume, les maires du palais prennent le pouvoir, mais du coup ce sont les clercs qui maintiennent cette culture et c'est à eux que Charlemagne en fait demandera de rétablir le faste, les fastes impériaux et la culture impériale romaine en fait. Frédégonde reine de Laure Charlotte Pfeffer, c'est édité chez Actes Sud et ça nous donne à voir une reine certes extraordinaire, brillante, assez impérieuse dans ses décisions, mais aussi une mère, une femme. Vous vous êtes un peu identifié d'une certaine manière, enfin, en tout cas vous nous la montrez comme un personnage très, comment on pourrait dire, très vivant, très réel.
Et son histoire m'a touchée, évidemment, en tant que femme, bien sûr, mais parce que les historiens ne s'étaient pas du tout intéressés à cette facette de Frédégonde, qui est quand même très importante, on connaît quand même au moins sept grossesses, hein, la dernière étant cette fausse couche qu'elle fait 2 mois après la mort de son mari. Mais c'est une mère de 6 enfants. Ces enfants ne sont pas tous morts en très bas âge. Elle a mené quand même Claude Bert, l'enfant qui était vraiment au cœur de tous ses espoirs et de ceux de son père Chilpéric, qui est mort à 15 ans lors d'une épidémie dramatique de dysenterie, à laquelle d'ailleurs Chilpéric a failli succomber. Et à cette époque-là, on s'attache aux enfants, elle va tout faire pour que ces enfants survivent, et son époux aussi, allant jusqu'à brûler des rôles d'imposition iniques, allant donner des trésors, proposer des trésors à Saint-Martin, parce qu'à l'époque, les saints sont des amis auxquels on s'adresse, auxquels on fait des donations importantes. Et à chaque fois, on voit que ces naissances, la mort de ces enfants est dramatique, est vécue d'une façon dramatique. Merci beaucoup Laure Charlotte Pfeffer. Je rappelle que votre roman Frédégonde Reine est publié chez Actes Sud. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et en ce vendredi, c'est un retour aux origines qui va parler à beaucoup de nos auditeurs, car c'est peut-être le passe-temps préféré des Français. On va parler des mots croisés aujourd'hui, Franck. Alors, je suis moi aussi cruciverbiste, pas acharné, mais j'aime bien ça. Et je vais commencer par une petite devinette, si vous voulez, que j'ai découverte hier soir. Une définition de Didier Richard. En 6 lettres commençant par un V, point mort. Alors, les mots croisés ont un siècle environ. C'est un certain Arthur Wine, qui était un violoniste d'origine anglaise, mais qui se trouvait aux États-Unis à ce moment-là, qui aurait publié la première grille. On est le 21 décembre 1913, quand je vous dis que ça fait 100 ans, vous voyez, 101 ans, dans le supplément du New York World, le Fun. Alors, à l'époque, les grilles de mots croisés ne ressemblaient pas à ce que nous connaissons aujourd'hui. Elles étaient losanges, et il y avait un vide au centre, et il n'y avait pas encore du tout de cases noires. Arthur Wine ne pouvait donc proposer que des mots de 3 voire 4 lettres. C'était un tout petit divertissement, si je puis dire, qui va peu à peu prendre de l'étoffe. C'est Morley Adams qui va introduire le jeu en Angleterre en 1924. Comme toujours, ce sont les Anglais qui vont raffiner les choses, hein, évidemment. La même année, on retrouve en France à la une du Dimanche illustré, puis bientôt dans le Gaulois et l'Excelsior, ce qu'on appelait des mosaïques mystérieuses. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Les règles sont un petit peu plus souples en France, puisque on peut utiliser des mots de 2 lettres, ce qui est interdit au Royaume-Uni, et puis l'utilisation des cases noires. Vous savez que plus la grille est blanche en quelque sorte, moins elle comporte de cases et plus le jeu devient complexe. Il y a même des grilles totalement blanches où il faut aller inventer les cases noires, il faut les trouver soi-même. Le verbicrucisme, parce qu'il faut faire la distinction entre le cruciverbiste qui fait les mots croisés, qui s'amuse, et puis celui qui les conçoit. Ça c'est le verbicruciste, ça va devenir un véritable genre quasi littéraire avec de grands auteurs comme Tristan Bernard, comme Georges Perec évidemment. Didier Richard, vous posez donc une colle alors? Je cherche toujours. Hein. Point mort en 6 lettres, c'est vivant. Ah bah oui, vivant bien sûr. Merci Franck. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.